Donc voilà, écoutez, il est 13 h. Je vous propose de démarrer. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bon appétit. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler no-code et on va notamment parler en fait des clés qui vont vous permettre de démarrer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui m'a été posé en fait très régulièrement. Ok, c'est très bien, tu fais du no-code, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut démarrer un peu facilement si on est débutant, on n'est pas technique? Comment est-ce que ça marche? Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite présentation pour vous montrer en fait quelques clés, quelques points qui me paraissent intéressants et qui vont, j'espère, vous permettre de pouvoir démarrer sur ces outils-là. Donc, petit partage d'écran et je démarre du coup ma présentation. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Et du coup, on avait un petit titre, le no-code, les clés pour démarrer. Et en fait, je voulais directement commencer par une question en fait qu'on pose en règle générale régulièrement lorsque je fais un podcast, lorsque on fait des émissions, notamment audio, et on me pose souvent la question, mais le no-code, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la réalité, c'est que chacun semble avoir un petit peu sa propre définition. Moi, ce que je vous ai mis ici, que le code, finalement, c'était une information qui était codée pour un ordinateur via une programmation écrite, scripturale, qui est faite avec votre clavier. Et le no-code slash programmation visuelle, parce que c'est vraiment des choses qui changent. Aujourd'hui, moi, j'ai plus tendance à parler de programmation visuelle, notamment quand on parle des outils no-code, et des outils no-code que je vais vous montrer sont plus proches de la programmation, donc sont plus proches du code, mais sont faits de manière visuelle. Et à l'inverse du code, qui pour le coup est généré plutôt via un clavier, aujourd'hui, je dirais qu'en fait, le médium, il est différent. Ce n'est pas le clavier, mais c'est la souris. Si je vous mets, l'information est codée via une programmation visuelle. Et en fait, souvent, ce qui s'avère, c'est que ça s'arrête en fait là et chacun donne un peu sa définition. Mais pour être très honnête, pour quelqu'un qui n'a jamais touché au code, ni même aux outils no-code, en réalité, moi, je trouve que ça parle pas vraiment. Et du coup, je voulais vous montrer, vous faire une petite démonstration. En règle générale, sur les présentations, c'est vrai qu'on fait les démonstrations à la fin. Mais là, je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait un élément codé, vraiment ce que ça donne en fait de faire du code, et on va essayer de le refaire ensuite via des outils de programmation visuelle, et je vais vous montrer quelques petits tips et des choses différentes. Ce qui va se passer, c'est que du coup, d'une part, je vais vous montrer un bout de code, et ensuite on va essayer de le faire sur un outil comme Webflow. On va essayer ensuite d'utiliser très très rapidement Bubble pour vous montrer ce que c'est que de la programmation, et on terminera également avec Make pour vous montrer à quel point, justement, on peut programmer de manière visuelle à la souris. D'accord? Donc, on est parti. Alors, tac. Je ne sais pas s'il y a des questions. Salut à tous. Les sous-titres sont fantastiques. Alors, ici, on va commencer par se créer en fait une petite page web. Et une petite page web, pour ça, moi, j'utilise en fait un outil qui s'appelle Code Sandbox, qui est assez connu en fait des développeurs lorsqu'ils veulent faire des petits scripts. C'est pas forcément l'idée ici. Donc là, au moins, ça nous génère en fait le début d'un code. Donc là, vous avez vraiment du code HTML. D'accord? D'ailleurs, vous avez en fait ici le point HTML qui permet de mettre l'extension sur ce fichier. Et ensuite, là, vous avez du code ici, c'est normal si vous ne comprenez rien, il n'y a pas de problème. Donc là, on va juste changer en fait le titre ici et on va mettre le fameux Hello World que connaissent à peu près tous les développeurs, et on enregistre, et normalement, là déjà, on a notre première page web. Ok, ça c'est très bien. L'idée, c'est qu'on va essayer également de lui rajouter en fait un paragraphe. Donc si je veux rajouter un paragraphe en HTML, je mets P tout simplement, et ensuite je vais rajouter du faux texte qu'on appelle du lorem ipsum. Voilà. Et là, on a ce qu'il nous faut. CTRL S. Et là, on a quelque chose de pas mal. Ok, donc là, on a codé en fait notre première page web et qui est accessible en fait directement à cette adresse-là. L'idée, c'est ce que je voudrais faire, c'est ensuite, par exemple, changer en rouge le texte, le lorem ipsum qu'il y a ici. Et pour ça, en fait, vous allez devoir faire ce qu'on appelle des classes. Alors, je ne rentre pas encore dans le détail, hein, c'est des choses qu'aussi on voit en formation et puis que vous avez vraiment de manière très présente sur le web. Mais c'est pour vous montrer en fait vraiment ce qu'on peut faire en code et la différence qu'on va avoir avec les outils no-code. Donc là, on va lui donner une classe et on va lui dire OK, color, allez, red color.
Alors, évidemment, pour ceux qui codent de manière régulière, on pourrait faire les choses différemment, mais l'idée, c'est pas forcément de partir sur la méthodologie, c'est vous de montrer comment ça se passe. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un nouveau fichier qui s'appelle style.css, voilà, qui est plutôt très connu. Red, donc là, on va mettre tout simplement en fait notre classe. Quand on met une classe, on met un point devant, on ouvre les crochets et on va mettre color. Et là, tout simplement, on va lui mettre la couleur rouge. Ok, très bien, j'enregistre. Le problème, c'est que là, je lui ai mis une couleur rouge, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison qui est très simple, qui est celle que je n'ai pas en fait appelé le fichier avant link CSS. Et là, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Effectivement, vu que j'ai appelé le fichier, tous les liens sont faits. Donc là, on a fait notre premier CSS et tout fonctionne bien dessus. Ok, donc là, vous avez codé votre première page web. C'est vraiment quelque chose de très, très simple, mais c'est ça qu'on appelle du code, d'accord? Je n'ai pas vraiment programmé parce qu'il n'y a pas des conditions, etc. Mais là, j'ai parlé à un ordinateur et je lui ai donné des balises web pour lui faire comprendre que je voulais qu'il y ait ces éléments qui s'affichent sur ma page web. Donc ça, c'est la première des choses. Ok. Mais bon, vous vous en rendez compte, là, je l'ai fait avec le clavier, c'est quand même un petit peu long, c'est pas forcément très simple en fait. Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Et il s'avère qu'aujourd'hui, on a des outils no-code qui nous permettent effectivement tout simplement de faire des choses beaucoup plus simples, de gagner du temps et surtout de ne pas avoir à écrire ce code-là. Alors, on va prendre un website builder que moi j'aime bien, donc c'est un outil qui permet de créer des sites web et qui s'appelle Webflow. Et là, on se retrouve en fait avec le même type de page. Et en fait, Webflow, au lieu de coder, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va glisser des éléments à l'intérieur de cette page blanche. Et là, qu'est-ce qu'on voulait? On aimerait bien avoir un titre, ok, qu'on glisse en fait à l'intérieur. Et là, vous voyez, j'ai la petite main que je vais déposer à l'intérieur. Et donc là, je suis essentiellement avec ma souris. Ok. Donc là, pareil, on va lui remettre Hello World. Très bien. Et on avait dit qu'on voulait également un paragraphe. Donc, je vais chercher dans le petit plus ici le paragraphe. Et le paragraphe, là, ici, hop. Et voilà. Là, on a également un lorem ipsum. Vous voyez, c'est quand même très, très proche de ce qu'on avait avant. OK, ça, c'est très bien. Mais vous me direz, bon, bah, maintenant, il faudrait que je le mette en rouge. Donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout utilisé de code et je voudrais le mettre en rouge. Donc, le paragraphe, on va lui mettre également une classe. Hein. On va l'appeler red color. Et red color, on va aller chercher tout simplement la couleur en fait qui est ici. Et là, on va mettre un petit rouge là. Voilà. Et là, en fait, derrière, ce qui se passe, donc là, si je me mets en plein écran, alors évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une page très très simple, mais j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là, vous vous rendez compte qu'en fait, visuellement, eh ben, ça m'a pris beaucoup moins de temps, c'était beaucoup plus simple et je me rends compte beaucoup plus facilement de ce que c'est. C'est ça, en fait, quand on parle de no-code et de programmation visuelle, c'est vraiment la différence entre les deux. Et moi, j'aimerais bien pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, je vous ai montré Webflow. Vous inquiétez pas, tous ces outils-là, on va avoir l'occasion d'en parler dans plein d'autres lives, de faire des démonstrations un peu plus poussées, vous de montrer ce que c'est, vous pourrez me poser vos questions. Là, l'idée, c'est juste pour comprendre en fait les concepts et que vous voyez vraiment la différence entre les deux et sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, eh ben, pour une personne qui n'y connaît rien, c'est beaucoup plus accessible d'utiliser ces outils no-code plutôt que du code. Alors, on va essayer de faire un truc un peu marrant. C'est je vais passer sur un outil qui s'appelle Bubble. Et là, je voudrais vous montrer, en fait, tout simplement, là, j'ai créé un petit compteur. Donc là, si je fais plus, voilà, ça me rajoute, en fait, ça me rajoute le compteur. Et là, si je fais moins, et ben voilà, j'ai également des chiffres négatifs. Franchement, on fait un truc très simple, c'est un compteur, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le refaire. Donc là, on est sur de la programmation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le refaire rapidement sur Bubble. Alors, sur Bubble, ici, donc je vous l'avais fait pour les besoins, hop, et ce qui va se passer, c'est que ici, hop, ça je vais le remonter en haut, et on va le refaire ensemble, hein, d'accord? Donc là, j'ai un groupe, voilà. Bien évidemment, un Bubble, on aura l'occasion d'y revenir. C'est juste pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut coder de manière visuelle. Et je trouve que Bubble en fait le montre assez bien. Dedans, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait en fait avoir également donc deux boutons, hop, que je vais copier. Tac, et au milieu, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait également du texte, effectivement, pour afficher ça. Donc, le premier, si je clique sur le premier bouton, et alors,
Non, là, on est sur le groupe A. Donc là, on va l'appeler container counter. OK. Évidemment, c'est mieux si c'est écrit. Voilà. Là, j'ai mon container. Il s'avère que mon bouton C, il n'est pas à l'intérieur. Voilà. Et là, je peux le mettre à l'intérieur. Parfait. Donc, ce premier bouton, on va l'appeler button decrease. Donc, pour, en règle générale, le fait qu'il dise moins, donc on va mettre -1 à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai fait 0 code. Hein. Je remplis juste ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on va l'appeler button increase. Donc là, pour augmentation. OK, très bien. Ici, je mets +1. Donc pour l'instant, j'ai rien fait. Et juste à l'intérieur, bah, évidemment, on aimerait bien que tout ça puisse s'afficher. Donc je vais remove le style et je vais mettre un titre un peu plus imposant. Et voilà. Et donc là, on a ce qu'il nous faut. Le problème, c'est que là, il n'y a rien qui marche. OK. J'ai juste visuellement en fait codé des choses. Je pourrais vous montrer à la limite comment est-ce qu'on peut le faire en code. Mais l'objectif, là, c'est pour vous montrer, je n'ai rien fait. Donc, ce qui serait bien, c'est que maintenant, en fait, on ait la possibilité de justement pouvoir mettre ça en place. Donc, pour ça, on va mettre ce qu'on appelle un state. Donc, un state, moi, je l'ai défini, il s'appelle counter. C'est un nombre. Encore une fois, ça, c'est des choses aussi qu'on voit en formation, etc. Donc, c'est des choses compliquées. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. J'ai juste défini un petit state, pas très compliqué. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans une partie workflow. C'est-à-dire que je vais demander à ce que lorsque je clique sur ces boutons, il se passe une action à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on fasse -1 ou qu'on fasse +1. Et donc, je vais démarrer le workflow. Je vais cliquer sur mon premier bouton. Et là, sur mon premier bouton, j'aimerais bien démarrer un nouveau workflow. Donc, pour ça, je vais faire un set state. Cette state, je vais choisir l'élément sur lequel je veux cette state. Donc là, c'est decrease, donc c'est le -1. Je vais lui choisir, ah ben non, forcément, du coup, c'est l'index. C'est l'index parce qu'il me choisit le counter, très bien. Et ensuite, au niveau de la valeur, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, le counter, text index counter, il soit à moins. Hop. Non, attendez. Hop. Ici, il faut juste que je me remette sur l'index. Pardon. Hop. Index. Counter. Et là, on va mettre -1. On a dit, excusez-moi, -1. Tac. -1. Très bien. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Et ensuite, on voudrait avoir en fait la même chose au même endroit. Donc en fait, là, on va faire exactement la même chose. Ici, on va faire set state, tac. Là, pareil, l'index, on choisit ça et on va faire index. Hop, et là, on va faire plus. Il faut bien choisir le plus ici et plus et +1. Là, voilà, on a ce qu'il nous faut. Très bien. Et je termine par ça. Edit à la fin. Juste là, ce qu'on voudrait, c'est donc là, vous voyez ce petit bouton Insert Dynamic Data. Et bien ça, vous allez pouvoir coder. C'est pareil, c'est de la programmation visuelle. Là, je fais que du clic. Hein. Donc là, on va être sur index, counter. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, attention. Hop. On va voir si tout est bon. Alors là, il s'affiche dessus. Bon, c'est pas grave. Là, le deuxième, en fait, qu'on a fait, c'est celui-là. Et là, si je mets en plus, alors c'est normal hein, qu'en haut ça s'affiche parce que c'est le même state. Hein, donc voilà, +1, -1. Voilà. Donc là, en fait, vous avez fait de la programmation visuelle. Encore une fois, je n'ai pas utilisé de code et je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on le fait en code. Et bien forcément, ça implique des balises, ça implique du JavaScript, etc. Donc là, vous avez fait votre premier compteur sur Bubble. Donc ça, voilà, encore une fois, l'idée, c'était de vous montrer en fait en programmation visuelle. Là, ici, j'ai juste fait des glissés-déposés et j'ai juste setup en fait différents éléments. Et bien évidemment, avec ces outils-là, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais pour une introduction, voilà ce que vous avez. Et je termine rapidement sur le dernier élément. Et le dernier élément, c'est celui-là. C'est juste que j'ai créé un petit formulaire en fait avec Tally. Donc ce formulaire, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Hop.
et dans lequel, tac, bon, on n'a qu'à mettre ça. Et coucou. Et là, j'ai un premier formulaire hein, que j'ai créé. Tali, on pourra y revenir aussi si ça vous intéresse. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut essayer d'automatiser en fait un formulaire avec les informations qui sont remplies dans un tableau Google Sheet. Ok. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer encore que ça se passe de manière totalement visuelle. Et pour ça, on va créer un scénario. Alors, je me suis un tout petit peu avancé ici parce que le temps nous est un petit peu compté. Donc, je vais juste vous montrer rapidement comment ça se passe. Là, ça fonctionne sous forme de module. Donc là, on va aller chercher Tali, puisque c'est l'application que j'ai utilisée. Ici, je vais choisir mon hook. Tac. Bon, évidemment, ça pourrait être avec du meilleur nommage, parce que là, c'est plus dur pour s'y retrouver. Mais ici, on a ce qu'il faut. Si je le fais une première fois pour voir si tout fonctionne, j'envoie mon formulaire. Et si j'envoie mon formulaire, ici, je vérifie juste que tout est bon pour ceux qui font déjà un petit peu d'outils no-code. Alors oui, évidemment, j'aurais dû le lancer avant. Hop, Milan, hop, to en base gmail.com. Coucou. Tac. Hop. Et là, je l'envoie. Et si je l'envoie, normalement, ici, il reçoit la réponse. Donc là, on est bon. Et vous voyez les réponses que j'ai envoyées. Milan, Toto et coucou. Donc là, on est très bien. Et ce qui va se passer, c'est que ça, je voudrais juste le brancher avec Google Sheet. Donc là, pas besoin de revenir en fait dessus, puisque Google Sheet, je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et donc là, je voudrais juste ajouter une nouvelle ligne à un Google Sheet que j'aurais choisi. Donc là, c'est mon Drive. Et il s'appelle tout simplement code sauce. Voilà, très bien. J'ai défini à l'avance. Alors, à quoi il ressemble ici, je vais vous donner à quoi ressemble en fait ce Google Doc. Et ce Google Doc, il ressemble à ça. Hein. J'ai fait du coup un champ prénom, un champ mail et un champ texte. Et donc, ce qui se passe, c'est que je reprends les éléments. Je lui ai donné bien évidemment, hop, il y a des headers. Bien évidemment, ça, c'est des choses qu'on pourra reprendre. Je vous montrerai rapidement. Et là, ici, je vais coder le fait que les éléments qui sont dans Tali doivent aller directement dans le Google Sheet. Et pour ça, vous avez en fait le prénom. Donc, on va aller chercher. Le prénom, c'est Milan. Je clique dessus. Je ne fais que du clic. Hein. Pour l'instant, je ne marque rien d'autre. Mail, email et texte C. Le texte C, c'est le message qui est ici. Voilà, je n'ai fait que du clic. Je fais OK. Et donc là, je vais rerun ça. Et donc, tout simplement, là, on va faire un truc très simple. On recharge cette page. On refait un petit élément. Coucou, @gmail.com. Et est-ce que ça marche? Tac. Et attention, suspense. Paf. Et si je retourne dessus, visiblement, ça a fonctionné. Tout est en vert. Là, il semble l'avoir bien reçu. Je vais regarder. Effectivement, tout est bon. Super. On est bien. C'est quoi le point commun entre tout ça? C'est que tout ce qu'on a fait, on a réussi à créer des micro-applications sans avoir à coder. C'est ce qu'on appelle la programmation visuelle, d'accord? À la différence, en fait, de tout ce qui avait été codé ici, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait le faire et comment on pouvait aller plus loin sans avoir à coder avec différentes applications. Donc voilà, l'idée là, c'est pas de vous donner juste une définition, c'est que vous puissiez voir en temps réel à quoi ça correspond. Et donc, je vais vous continuer un petit peu cette présentation pour que vous ayez des éléments. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de no-code maintenant? Là, ici, je vois 4 points en fait, qui peuvent être vraiment intéressants. C'est d'abord la question de savoir est-ce que c'est le sens de l'histoire? J'aurais pu mettre un grand H, on ne sait pas trop. Mais je pense que historiquement, il y a toujours une volonté de rendre l'informatique plus accessible. Et ça, c'est vraiment un gros point, plus accessible d'abord. Plus accessible pour les développeurs, parce qu'en fait, parler à une machine, en réalité, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de créer des nouvelles manières de parler
à la machine, qui soit plus compréhensible par l'homme et qui soit plus facile pour justement essayer de faire à chaque fois des programmes de plus en plus compliqués. Donc évidemment, il y a plein de langages qui ont été inventés et surtout des langages qui étaient effectivement beaucoup plus permissifs, qui étaient beaucoup plus faciles à prendre en main. Quand on compare effectivement des langages type Fortran ou C++ ou des langages qu'on appelle, des langages web comme par exemple le JavaScript aujourd'hui, il y a quand même des vraies différences entre ces différents langages et surtout, ils sont beaucoup plus accessibles pour un humain. Et là, finalement, je me rends compte qu'il y a une sorte de sens de l'histoire, de se dire qu'aujourd'hui, les outils de programmation visuelle, les outils no-code, permettent aujourd'hui d'aller encore plus loin dans la création en fait de programmes et justement qui vous permettent de vous enlever en fait ce côté langage et de ne coder que finalement via un autre médium qui serait entre guillemets la souris. Donc voilà, on pourrait y passer plus de temps, effectivement, d'un point de vue historique, mais voilà les points. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Et ça arrive maintenant aussi parce qu'il y a une certaine maturité technique. Une maturité technique, notamment, en fait, sur les navigateurs. Et là, vraiment, pour le faire très simple, il s'avère qu'avant, lorsque vous vouliez faire un programme, c'était un programme que vous téléchargiez sur votre machine. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en fait, on a des programmes et des technologies web qui permettent aujourd'hui, finalement, de créer ces programmes de créer ces outils no-code. D'accord? C'était plus compliqué de le faire avant. Aujourd'hui, même si on avait réussi avec des outils type Dreamweaver, etc., à faire des choses, en réalité, pour tous ceux qui l'ont essayé, c'était quand même pas vraiment au point. Aujourd'hui, on est sur une vraie maturité technique, sur des outils qui sont aujourd'hui costauds. On est également sur une vraie maturité du cloud. OK? Avant, effectivement, comme je vous le disais, quand vous faisiez un programme, il fallait télécharger sur votre ordinateur. Hein. Je pense que vous vous souvenez des points .exe pour ceux qui sont sur PC ou des points DMG pour ceux qui sont sur Mac. Ça existe encore. Mais la réalité, c'est que vous avez de plus en plus d'applications qui aujourd'hui fonctionnent, qu'on appelle en mode SaaS, qui fonctionnent surtout en ligne et directement dans votre navigateur. Et en fait, la vraie maturité technique, c'est celle de votre navigateur qui aujourd'hui est hyper puissant pour faire tourner quasiment n'importe quel type de programme. Et sur le cloud, l'idée, c'est qu'en fait, l'informatique est aujourd'hui de plus en plus accessible parce que lorsque, par exemple, vous faites un site web, vous avez deux choses à gérer, effectivement, le programme du site web et l'hébergement de ce site web. Et la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour héberger un site web, ça demande quand même des compétences techniques plus ou moins évoluées en fonction de la taille du site web. Et pour le coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est cloud, donc toute la gestion des serveurs, en fait, elle est complètement gérée directement par des fournisseurs hein, comme AWS, comme Microsoft Azure, Google, même OVH. Et donc, tous ces points-là, vous n'avez plus à vous en soucier. Et c'est quand même aussi également un frein qui du coup s'en va pour toutes les personnes qui ne maîtrisaient pas ces points-là. Aujourd'hui, il est encore plus facile finalement de maintenir une application puisque vous n'avez pas toute la partie serveur à gérer. Et le dernier point, et je terminerai dessus sur la partie pourquoi maintenant, c'est la question des ressources humaines. Et là, c'est très simple. Aujourd'hui, on a besoin de plus en plus d'applications. Certains parlent de 500 millions d'applications dans quelques années. On va voir si ça se fera vraiment, mais la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on cherche à faire de plus en plus d'applications. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de développeurs et donc, il faut qu'il y ait des outils qui soient là pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est vraiment cette question pour laquelle, et je pense que vous aurez l'occasion de m'en entendre parler encore une fois, moi, je milite vraiment pour des personnes qui font du no-code d'un point de vue professionnel, que j'appelle des product builders. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de product builders pour justement venir en soutien des développeurs et créer des nouvelles applications via des outils no-code. Voilà les 4 points qui me permettent de penser qu'aujourd'hui, vraiment, les outils no-code ont du sens. Pour quel type de projet? Alors, il y a 2 types de projets qui peuvent être faits. Encore une fois, je vous fais une présentation rapide, donc on pourrait forcément y passer plus longtemps et en discuter. Mais 2 points, soit vous voulez en fait créer des applications. Donc là, c'est des applications que j'ai appelées en fait customer facing, donc c'est-à-dire que l'utilisateur en fait peut voir. C'est soit des applications internes, donc pour votre entreprise. Donc là, pour le coup, je pense que je pourrais revoir ma présentation d'ailleurs parce que c'est pas customer facing pour le coup. Soit c'est des applications que vous créez pour votre utilisation en tant qu'entreprise, soit sinon c'est des applications que vous créez pour justement vos clients en externe. Donc ça, vraiment, c'est le côté app building.
Ça, c'est le premier point. Donc, quel type de projet vous faites des apps? Et le deuxième, c'est plutôt de l'automatisation de process. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que vous avez plusieurs données, en fait, dans une entreprise, ou même à titre personnel, si vous recueillez beaucoup de données. Et c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire des liens entre ces différentes données. Et ça, c'est le pouvoir qu'on appelle, c'est le pouvoir des API. Alors, j'en ai pas parlé non plus, j'aurais pu en revenir avant hein, sur pourquoi maintenant. C'est notamment parce que de plus en plus d'applications utilisent en fait ce qu'on appelle des API. Les API, ce que je vous dis, c'est que je vais également faire un cours complètement dédié, un webinaire, comme ça, on aura le temps vraiment d'en parler ensemble et de vous montrer vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, automatiser tous ces process, vous l'avez vu, et là, c'était exactement ce que je vous montrais. On avait à la fois Tally, un formulaire, et on allait avoir à la fois Google Sheet. Et ces deux données, ces deux applications allaient communiquer entre elles grâce aux API. Et donc, ça a automatisé les process. En vérité, en entreprise, vous en avez beaucoup à réaliser. Et donc, vous n'êtes pas obligé de faire une application avec un visuel, forcément. Vous avez juste besoin d'automatiser et de lier ces différentes données entre elles. Voilà les types de projets aujourd'hui qu'on peut faire. La question que je me posais, c'était est-ce qu'aujourd'hui, et que vous pouvez peut-être vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des vrais projets et pas juste des brouillons parce que quand même les développeurs c'est sérieux et tout ce qui est product builder c'est pas sérieux. Non, la réalité c'est qu'effectivement il y a peut-être 5-6 ans vous n'aurez pas tenu ce discours. La réalité c'est qu'aujourd'hui il y a des boîtes qui le montrent et encore une fois on fera aussi en fait des émissions avec des boîtes qui ont réussi, qui sont complètement dédiées, qui ont toute leur stack en fait sur nos codes. Aujourd'hui vous pouvez réaliser des applications complexes, soit du MVP, Minimum Viable Product, d'accord? Ça, c'est dans le langage startup, c'est ce qui est souvent utilisé pour un produit minimal lorsque vous voulez lancer une idée. Vous pouvez le réaliser donc soit en mode MVP, soit sinon vous pouvez le faire également pour des projets de plus grande ampleur, des projets qu'on appelle scalables. Alors, il y a différents types d'outils no-code. Moi, encore une fois, l'idée où je vois deux choses. Soit sinon, en fait, il y a des outils qui sont spécialisés sur une verticale, soit c'est des outils un peu tout en un. D'accord? Donc, spécialisés sur une verticale. Et là, vous pouvez avoir des choses comme Airtable, qui est par exemple une base de données, ou Make, qui vous permet effectivement, comme je vous ai montré tout à l'heure, de lier entre elles différents modules, différentes applications, donc qui sont spécialisés. Airtable, c'est juste une base de données. Make, c'est juste la connexion entre tous ces outils. Donc, il faut choisir la spécialité en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, la question, c'est que vous avez aussi des applications tout en un. Donc ça, j'ai mis en dessous l'outil magique. Non, alors on aura l'occasion également d'en parler dans d'autres émissions. Il n'y a pas d'outil magique. Souvent, même des outils, par exemple, comme Bubble, qui est vraiment un outil, par exemple, tout en un. Hein, vous l'avez vu, il y a à la fois le front, il y a à la fois la base de données, il y a à la fois les workflows. On peut faire des choses qui sont absolument incroyables avec cet outil parce que tout est gérable au même endroit. Mais forcément, il y a des limites aussi sur d'autres points. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je vous ai juste fait un panorama de l'écosystème no-code hein, pour ceux qui aujourd'hui sont assez férus également d'outils no-code. Hein, c'est probablement quelque chose que, pas moi qui l'ai créé, hein, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver. Ici, vous avez différentes manières dont ont été classés en fait les outils. Je pense que c'est des choses qui mènent aussi à discussion, mais voilà, vous pouvez vous retrouver donc Webflow sur les website builders. Vous avez justement Glide pour ce qui est toute application mobile ou Flutterflow. Vous avez Bubble qui doit être dans un coin ici que j'ai utilisé pour les app builders. Pour la partie workflow automation, donc vous avez du Zapier, vous avez du N8N. Make n'est pas là, ni même Integromat. Bon, bref, Make qui est quand même un gros outil, donc qui mérite sa place en fait ici. Voilà, l'écosystème no code, il est très très vaste. Il faut savoir en fait où est-ce que vous allez et encore une fois, là l'idée c'est qu'on était au No Code Summit la semaine dernière et ce qu'on a bien vu, c'est qu'en fait le paysage et l'écosystème no code changent très très vite et aujourd'hui il y a des nouveaux outils qui arrivent tous les jours. C'est pour qui? C'est pour qui? De 1 personne à 10 000 personnes. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes un freelance, si vous êtes une petite PME de quelques personnes, ou si vous avez une boîte qui fait 10 000 personnes, peut-être même plus, vous pouvez également utiliser ces outils no-code. Après, il faudra bien
scoper, donc voir en fonction des différents projets ce que vous allez faire. Mais la réalité, c'est que vous n'allez peut-être pas utiliser les mêmes outils si vous êtes 1 ou si vous êtes 10 000. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait y revenir. Il y a même des outils qui se spécialisent plutôt sur les grosses boîtes et des outils qui sont plutôt spécialisés type freelance ou PME jusqu'à un certain nombre de personnes. Et pour terminer cette petite émission, il me reste 1 minute. L'idée, c'est de vous donner 5 conseils en fait pour bien démarrer. Encore une fois, je pourrais vous donner d'autres conseils, mais ça, c'est 5 conseils en fait qui sont vraiment importants si jamais vous voulez vous mettre en fait sur un outil no-code. Et le premier, c'est celui de se créer en fait une culture web. Je vois beaucoup trop de personnes qui aujourd'hui en fait se mettent sur les outils no-code, essayent de les tester, mais qui n'ont pas de culture web. C'est-à-dire ils ne voient pas ce que c'est qu'un front-end, ils ne voient pas ce que c'est qu'un back-end, une base de données, une API. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une culture web avec des mots et de comprendre en fait ce que ça donne. Ça tombe bien, je vais essayer justement lors de prochains webinars de vous faire en fait justement des émissions. On essaye de vous donner des clés pour comprendre en fait pour que vous puissiez avoir un petit peu de culture web avant de vous lancer sur ces outils. Donc ça, c'est la première des choses, se créer une culture web. Ensuite, c'est regarder la communauté et la documentation. Ne vous lancez pas sur un outil si jamais il n'y a pas de communauté et de documentation. Pourquoi ? Parce que, comme tous les outils, moi y compris, j'ai vous allez avoir des soucis et des problèmes, des bugs qui vont arriver, qui seront des bugs peut-être liés à l'application, mais souvent peut-être à une mauvaise conception de votre côté de l'outil. Donc, il faut vraiment regarder en fait s'il y a une communauté, une documentation pour vous aider. Parce que si vous n'avez pas ça, en fait, rentrer sur l'outil, ça va être un peu compliqué. Et le point qui est lié, en fait, c'est ne choisissez pas des outils trop jeunes. Parce que des outils trop jeunes, souvent, il n'y a pas la communauté, il peut y avoir une bonne documentation, mais faites attention à ça, regardez un peu les applications qui sont sorties et ce qu'ils sont capables de faire avant de tout miser. Alors, si c'est juste pour un test, aucun problème, mais si jamais vous voulez vraiment le mettre en production pour votre entreprise, là, par contre, il faut vraiment regarder ce que ce ne soit pas trop jeune non plus. Alors, pas obligé d'avoir non plus 10 ans, parce que ces outils no-code sont encore jeunes en réalité par rapport au regard de l'informatique, mais quand même, un outil trop jeune qui vient juste de sortir, par exemple sur Product Hunt il y a 2 semaines, c'est compliqué, je vous le dis tout de suite. Ensuite, travailler sur la méthodologie. Alors ça, c'est vraiment un truc sur lequel on insiste énormément avec Uncode School, c'est la méthodo. C'est bien de savoir faire des trucs de geek et de savoir faire des programmes complexes, mais c'est important également d'avoir une méthodologie, d'accord ? De bien faire les choses, de bien nommer les choses, d'être capable de documenter son travail. Pourquoi ? Parce que soit sinon, vous allez revenir en fait quelques semaines ou quelques mois sur ces outils no-code, vous saurez plus ce que vous avez fait. Soit sinon, vous allez travailler en équipe. Et encore une fois, il faut avoir une bonne méthodologie d'équipe pour travailler ensemble. Sinon, plus personne sait ce qu'on fait. Il y a déjà des très bonnes méthodologies en fait qui se font d'un point de vue tech, d'un point de vue dev. Ça vaut le coup d'essayer de s'en inspirer. Sur les questions des méthodos, c'est pareil. Il y aura des lives dédiés à la méthodologie pour qu'on puisse apprendre et comprendre en fait et s'inspirer des bonnes pratiques des autres entreprises. Et le dernier point, c'est celui de l'évaluation des tarifs. Tout simplement, tous les outils no-code ne se valent pas en termes de tarifs. Il y en a qui sont plus chers, moins chers en fonction de ce que vous voulez faire. Et forcément, pour bien démarrer, il faut regarder un peu votre budget, ce que vous êtes prêt à mettre. Et donc ça, c'est un point important. Et voilà. Je suis très content d'avoir terminé ce petit live. Bon, effectivement, un petit peu short puisque on a dépassé de 3 minutes. Je vais voir si je prends quelques petites questions ici. Ah oui, d'accord. Alors ici, il y a quelques questions. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir regardé ça, d'avoir pris du temps. Théo, effectivement, est très content que j'ai parlé de Webflow. Alors, est-ce que j'ai des questions Alors, effectivement, du coup, il y a Patrice qui nous dit que l'interface de création est parfois un peu compliquée. Encore une fois, tous les outils sont un petit peu différents. Là, l'idée, c'est que ça prend du temps quand même. Il y a des courbes d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes en fonction des outils. Là, effectivement, je n'ai pas montré des outils no-code simples. Aujourd'hui, si on prend du Webflow, du Bubble ou du Make, ça fait partie effectivement des outils pour lesquels il y a quand même une courbe de progression qui est importante et qui du coup ne peut pas se faire effectivement en quelques minutes. Donc voilà. Et ici, c'est trop cool. Vous avez visiblement répondu à pas mal de questions. Normalement, j'ai à peu près tout fait. Et écoutez,
13h34, je pense qu'on est pas mal. 38 minutes de live pour ce premier live. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, qui n'étaient pas là jusqu'à la fin, il s'avère que je vais vous mettre tout ça en disponibilité sur YouTube. Vous pourrez donc retrouver le replay. Et moi, du coup, il est 13h34, l'heure d'aller boire un café. Je vous souhaite à tous un très bon appétit si vous n'avez pas terminé. Je vous souhaite surtout une très très bonne après-midi. Et puis je vous dis surtout à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.